chirurgie viscérale, on a la fistule, en particulier la fistule chronique qui nous occupe beaucoup, qui préoccupe toujours. On a Philippe Chasseron, je vais parler du retour précoce ici à la chirurgie colorectale. Mesdames et messieurs, d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre assemblée. Et réellement, c'est un immense honneur d'être parmi vous et de vous présenter. Et je tiens à remercier du fond du cœur Philippe Marre et M. Joannet pour avoir cru en moi. Je vais vous présenter donc le retour précoce à domicile après chirurgie colorectale. Grosso modo, j'ai 3 messages autour de cette prise en charge. Le premier, c'est que réellement, tout se joue à la première consultation entre le chirurgien, le patient et souvent l'accompagnant. Et il y a des experts dans la salle qui sauront que si cette consultation est ratée, le reste est mal embouqué. Si on veut partir sur quelque chose de court en hospitalisation, le premier lien, il est fondamental et il nécessite du temps. Le deuxième message, il a été énoncé tout à l'heure, c'est très clairement que c'est du travail en équipe. C'est plus que le chirurgien, il y a le patient, qui est certainement l'équipier principal, le chirurgien, l'anesthésiste, mais également les infirmières du service, et ça vous allez le voir, les infirmières libérales et la télésurveillance, parce qu'on va se poser la question de la vague. Et la dernière chose, c'est l'introduction à ce qui, à mon sens, va être l'avenir, c'est la gestion a priori des risques. Je ne vais pas revenir sur quelle est, 1995, la baisse du risque chirurgical avec les conséquences, baisse de morbidité, baisse de mortalité et réduction de la DMS, qui était un corollaire, qui n'était pas un but initial. Tout ça a amené à la RAC et donc au groupe Grasse en 2014. Une notion très importante qui a été posée en 2012 par l'HAS, et cette phrase, pour moi, elle est fondamentale. Ce n'est pas l'acte qui est ambulatoire, c'est le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les frontières et toutes les oppositions qu'on a pu faire entre l'ARAC d'un côté et l'ambulatoire de l'autre, qui venaient, c'est vrai, d'univers complètement différents, toutes ces oppositions, elles n'existent plus. Quand on fait de l'ARAC, on peut faire de l'ambulatoire. Quand on fait de l'ambulatoire, on fait de l'ARAC. C'est clair, c'est les mêmes notions. Elles se recoupent et elles interagissent l'une avec l'autre. Alors, je vais vous passer le film qui dure 8 minutes, qui est le film que je passe à mes patients en consultation pour leur dire voilà comment ça va se passer une colectomie en ambulatoire. Ce film, je le passe aux patients et je le donne sur une... J'ai fait une bêtise, je suis désolé. Je le donne sur une clé USB au patient de manière à ce qu'il continue à le voir chez lui. Et il y a actuellement un travail d'évaluation qui est fait sur le retour des patients par rapport à ça. J'ai 61 ans et on m'a diagnostiqué des diverticules. On n'a pas vu l'opération un mois après, c'est-à-dire demain.
J'étais un peu surpris parce que c'est une opération, donc pour moi, logiquement, quand on fait une opération, on reste quelques jours là, mais quand le docteur Chasseran m'a dit que c'était en ambulatoire, que je rentre le soir même, je suis opéré le matin et je rentre le soir, on sait qu'on va pas rester à l'hôpital pendant 2-3 jours ou une semaine, ça fait du bien. Tout est organisé, le docteur Chasseran m'a même donné un petit livret en marquant pour les conseils, par exemple les régimes sans résidus. Nous avons développé depuis maintenant 1 an et demi une prise en charge des chirurgies digestives lourdes, à savoir les colectomies en ambulatoire. À partir du moment où les patients ils savent ce qui va leur arriver à l'étape d'après et qu'ils peuvent vérifier que ça se passe comme on leur a dit, et les étapes se déroulent les unes derrière les autres et elles s'enchaînent. Et c'est comme ça qu'on a la confiance, l'adhésion et surtout une réhabilitation qui est extrêmement rapide. Il est 7h, Michel arrive à l'hôpital par l'entrée principale. Il se présente à l'accueil afin de procéder à son admission. Dès son arrivée au service de chirurgie ambulatoire, Michel est pris en charge par l'infirmière du service et elle l'accompagne dans la chambre qu'il occupera pour cette journée. Elle prépare son dossier et lui explique les procédures d'usage. À 7h45, une fois changé, le brancardier vient le chercher pour descendre à pied au bloc opératoire. Descendre à pied au bloc opératoire et jusqu'à la table d'opération à pied avec ses lunettes. Retourner chez lui le soir dans les meilleures conditions. Alors au niveau de l'anesthésie, on va dire la partie dont je suis responsable moi, tient en 3 points. Le patient doit être parfaitement réveillé le soir même, dès l'intervention terminée. Il ne doit pas avoir mal et il ne doit pas avoir de nausées et vomissements. Donc c'est vraiment des piliers impératifs de la prise en charge. 8h30, Michel est transféré au bloc opératoire. Alors ça maintenant, les gens le font à Il pied. s'installe seul sur la table où il sera endormi, puis opéré. 3 heures plus tard, Michel sort de la salle de réveil et il est conduit dans sa chambre. Je m'appelle Géraldine, je suis en service ambulatoire depuis maintenant 2 ans et demi et le rôle principal de l'infirmière dans le colon, c'est la stimulation du patient. Alors dès le retour de bloc, on l'incite sur un protocole du docteur Chasseran à se lever dans les plus brefs délais, pendant 3 quarts d'heure. On le met au fauteuil, on lui sert un petit goûter, et à partir de là, tout en découle. Après, on leur demande de prendre une douche relativement rapidement pour qu'ils se sentent bien. Nous avons participé aussi à certaines interventions du bloc opératoire. Donc, du coup, nous avons mieux compris la pathologie et tout ce qui est lié ensuite dans la prise en charge. 16h. Après avoir pris son goûter et s'être douché, Michel démarre la séance de kinésithérapie. L'objectif de cette séance est de valider son aptitude à la rue. À 17h, le docteur Chasseran passe le voir dans sa chambre. Il lui réexplique ce qu'il a fait pendant l'intervention, vérifie son état, répond à ses dernières questions, puis signe l'autorisation de sortie. Le premier bénéfice, c'est très certainement la vitesse à laquelle les gens récupèrent. Les gens qui sont chez eux, ils vont toujours plus bouger que quand ils sont dans un lit d'hôpital. Il a été montré, et là c'est pour toutes les chirurgies qui sont faites en ambulatoire, que lorsque le patient est moins de 12 heures hospitalisé, on réduisait d'un facteur 5 le risque d'avoir une infection de la paroi. Il est 18h. Avant sa sortie, l'infirmière lui donne les dernières consignes. 18h30, c'est l'heure du retour à domicile. Michel rentre chez lui, accompagné d'un membre de sa famille. Pour le suivi des colons, mon rôle c'est d'être la patiente à la première consultation, le suivre ensuite pendant l'hospitalisation, après sa sortie, les numéros de visite. Il est suivi tous les jours, 7 jours sur 7, contact avec l'infirmière tous les jours, l'infirmière libérale qui s'occupe du patient. S'il n'y avait pas eu de suivi, je pense que j'aurais craint quand même quelque chose. On va assurer au patient une prise en charge qui va être, en termes de sécurité, identique à celle qu'il aurait s'il restait hospitalisé. Il est important d'expliquer aux patients qu'ils ne vont pas du tout être la
lâcher dans la nature et retourner chez eux sans aucun suivi. Au contraire, ils savent, avant même de rentrer à la clinique pour se faire opérer, quels sont les numéros et quelles sont les procédures d'appel en cas de problème. Le fait d'être suivi et par l'infirmière libérale et par les personnes de l'hôpital, ils sont en sécurité tout en étant à la maison comme s'ils avaient été hospitalisés à avoir boulot tous les jours. Il y a des appels, il y a l'infirmière qui passe, donc on les voit 400 jours. Ils sont vraiment en sécurité, ils sont satisfaits, ils sont vraiment très contents. Je me sens bien. J'ai eu un peu mal. J'avais des calmants pour justement la douleur. Hier soir, quand je suis rentré, j'ai pris mon petit repas hier soir. J'ai pas mangé de poisson assiette, mais j'ai mangé du poulet avec des pâtes. C'est bien passé. Moi, je pense qu'hier j'étais à l'hôpital à cette heure-là, et puis là, je suis dans mon jardin. C'est bien. Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Je récupère doucement. Pour moi, on est au mieux de ce qu'on peut être. On continue la surveillance. Plus vous allez bouger, mieux c'est. Marcher, vous pouvez faire de la voiture, conduire. Voilà. J'ai rien à vous interdire dans l'absolu. Alimentation plus large, faites plaisir. Il est normal que vous soyez fatigué, malgré tout. Alterner des plages où vous allez vous reposer et des plages où vous allez avoir de l'activité. Sur la prise en charge, en temps normal, je devrais être encore hospitalisé. Et encore peut-être encore 2-3 jours supplémentaires. Donc j'aurais été ici alors qu'actuellement, depuis 4 jours, je suis à la maison. Donc c'est quand même plus agréable d'avoir le milieu familial. Quelqu'un qui est toujours avec de la famille, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ce choix-là. Ça ne change rien du tout au niveau des soins et là je me sens quand même beaucoup mieux. Donc la satisfaction aujourd'hui, c'est que les patients, quand ils repartent, ils nous disent merci. Merci parce qu'ils sont pris en charge du début à la fin, ils savent ce qu'on va leur faire, ils savent où ils vont, ça les déstresse, ça nous déstresse. Et ils repartent avec le sourire sur leurs deux jambes en disant merci. Fini. Avant de parler des risques, je veux insister sur des petites choses. Donc vous avez vu le film, ce film c'est un film qui est destiné aux patients, à leur éducation. Et je leur dis, si ça ne se passe pas comme vous voyez dans le film, si vous n'êtes pas comme le monsieur le soir, vous ne rentrez pas chez vous. Maintenant, je vois aussi les gens avec leur accompagnant, parce que je pense que c'est très important que les accompagnants aient l'information de manière à faire baisser le stress et donner toujours cette sensation qu'il y a une bulle de sécurisation qui est faite autour du patient. Car ça, c'est fondamental. Il faut qu'il se sente accompagné même s'il est chez lui. Ça, c'est la condition sine qua non. Dernière chose, une fois qu'on a commencé à faire des procédures plus lourdes en service d'ambulatoire, il y a une vraie spécificité d'ambulatoire pour les infirmières, avec un vrai savoir-faire de dynamisme, et c'est pas n'importe quelle infirmière qui peut faire de l'ambulatoire. Il y a une spécificité et qui doit être valorisée. Maintenant, parlons des risques. Je vous demanderai 2 secondes de fixer un petit peu cette photo. Et est-ce que vous auriez envie de traverser le désert sur ce camion? Je pense que grosso modo, peu de gens ont envie de le faire. Et ben voilà, la gestion a priori du risque, c'est ça. C'est, on voit ce qui peut se passer, et soit on y va, soit on n'y va pas. Alors, pour ce qui est du risque de la chirurgie colique, le risque hémorragique, si c'est rien passé en pérope, a priori, souvent derrière, il ne se passera rien. On va bien sûr exclure tous les patients hypocoagulants requérants qu'on va garder pendant 3-4 jours, mais avec les nouveaux outils de dissection tels que la thermofusion, si on ne fait pas des coups de ligachour ou d'autres Thunderbird directement sur une artère qui a de l'athérome, il ne se passe pas grand-chose, ou s'il se passe quelque chose, on le fait tout de suite. Bien sûr, dans les critères de sortie, on parlait tout à l'heure des algorithmes. Cette surveillance, elle est fondamentale par rapport au pouls, par rapport à la tension, et les patients ne sortent que s'ils sont réellement mobilisés, qu'ils ont bougé, qu'ils sont parfaitement bien. Le risque de fistule, ça c'est réellement la peur du chirurgien digestif. Maintenant, dans la littérature, ça va de J0 à J30, avec une fréquence qui est de l'ordre de 4%.
Le retard au diagnostic, quand on étudie les séries, il est très fréquent. Il est de 12 à 48 heures quand les gens sont hospitalisés. Maintenant, une fistule, c'est une complication non létale dans les 12 heures. Si le patient a un seul critère qui sort de l'algorithme de surveillance, il revient immédiatement en consultation pour être vu avec un bilan sanguin et un scanner. Moyennant quoi, je suis persuadé, on pourrait en discuter, mais je pense que je surveille mieux mes patients qui sont à domicile que les patients hospitalisés. Parce que mes patients hospitalisés, personne n'a envie de voir son patient qui se dégrade. Donc on se trouve toujours une bonne excuse pour expliquer le 38. Ah bah il y avait du monde, il a fait chaud, ah il a un petit peu vomi, il avait plus moins faim. Oui mais c'était pas très bon ce qu'il y avait à manger. On trouve toujours des excuses. Et on se prend très rapidement 12 heures de retard. Alors que là, s'il y a une seule déviation par rapport à ce qui est attendu, on revoit le patient. L'éducation, bien sûr, et il est évident que derrière, il faut qu'il y ait une disponibilité d'équipe avec des numéros de recours. Si le patient a un problème, c'est comme une sonnette. Il doit y avoir quelqu'un en bout qui a la réponse. La réponse, ça peut être, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle dans 12 heures. La réponse, ça peut être, vous revenez tout de suite, ou je vous envoie une ambulance. Mais il y a toujours une réponse, et cet algorithme, il est écrit et il existe avant. Les autres risques, l'iléus, pour moi, un iléus après une colectomie, c'est une fistule. Les patients, ils doivent reprendre leur transit dans les moins de 36 heures qui suivent et manger normalement. Le risque de collection pariétale, il existe, il est inférieur lorsqu'on fait de l'ambulatoire ou des hospitalisations très courtes, mais en général, c'est simplement les soins infirmiers. Le risque thromboembolique est très certainement diminué. Le risque douloureux, là aussi, avec une analgésie standard, pour moi, c'est néfopam, paracétamol. Si les patients ont une EVA qui est supérieure à 6, c'est qu'on doit suspecter un problème. Et le patient doit donc être revu. Je vous présente rapidement la série. En 3 ans, il y a 141 patients qu'on a opérés. 6 ne sont pas sortis. 5 sont sortis à J1, 1 est sorti à J5, tous ont eu des suites simples. Sur les 135 patients, il y en a 24 qui ont été vus en consultation non programmée. Sur ces 24 consultations non programmées, il y en a 7 qui étaient plus de l'anxiolyse ou de la mauvaise prise d'antalgiques, 9 qui ont fait des sepsis de paroi et 8 qui ont nécessité des réhospitalisations. Sur les 8 qui ont nécessité des réhospitalisations, 4 étaient des problèmes médicaux qui ont été traités. 4 qui ont été des problèmes chirurgicaux, 3 fistules, et il y a une nécrose du grand épiplomb chez un patient obèse à qui j'avais fait une colectomie totale. Il n'y a pas de mortalité, 0 mortalité, et à 90 jours, la mortalité est de 0 également. Ma conclusion, c'est que les sorties précoces, qu'elles soient ambulatoires ou pas, sont tout à fait possibles en chirurgie colorectale. Elles n'augmentent pas d'augmentation des risques. Par contre, elle impose un vrai travail d'équipe parce que le soir, pour que le patient y sorte, ce n'est pas chirurgien dépendant, c'est totalement anesthésiste dépendant. Et ensuite, elle nécessite, quand je dis un travail d'équipe, c'est la capacité d'organiser après l'hospitalisation un suivi à domicile, soit avec des infirmières libérales, soit avec de la télémédecine. Benoît Gignoux, qui a plus d'une centaine de cas de colectomie ambulatoire, a fait le choix de la télémédecine. Moi, j'ai fait le choix des infirmières. On a des résultats qui sont à peu près similaires, pas plus de complications, et sur la satisfaction des patients, on a des résultats qui sont similaires. Quant à la gestion a priori des risques, pour moi, elle intègre forcément les infirmières à domicile, peut-être la télésurveillance, probablement un mix des deux, mais réellement, dès qu'on va parler de chirurgie lourde, on va sortir du concept de l'ambulatoire qui dit que quand les patients ils sortent, ils ont un appel à J1 et c'est terminé. Non, il faut qu'on invente autre chose. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Félicitations pour ce remarquable travail. Et avant de donner la parole, je voudrais vous faire un premier commentaire que j'aime beaucoup. C'est que vous dites un travail d'équipe. Vous savez que je suis très sensible, vous ne me connaissez pas, entre l'équipe et l'équipage. C'est-à-dire que vous avez la chance, avec l'équipe de Histuaire, vraisemblablement d'avoir des infirmières et pas des intérims. Premier commentaire. Intérim au bloc opératoire, intérim anesthésique, qui est un des vrais problèmes des hôpitaux énormes du public. Donc ça, c'est une petite équipe, si je puis dire. Et ma deuxième question, c'est, je vois que vous avez fait beaucoup quand même, mais comment vous gérez votre temps chirurgical, puisque vous êtes à la Générale de Santé, le bloc opératoire est couvert comme tous les hôpitaux, toute la Générale de Santé, 8h du matin, 8h du soir.
puisque le malade doit être opéré le matin. C'est une discussion qu'on a là, justement, avec justement le ministère, c'est que c'est cette définition française de 8h l'ambulatoire. Vous savez que c'est ce gros problème de déchirurgie. Donc comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites le premier-midi? Vous faites rien? Non. En pratique, je fais 1 ou 2 colectomies ambulatoires, notamment quand il y a les sessions le matin. Et on s'est aperçu, initialement, on s'était dit on va les garder jusqu'au maximum. Et puis, c'est une erreur. On a vu très rapidement qu'il y avait un optimum qui était d'à peu près entre 5 et 6 heures entre la sortie de bloc et le moment où les gens ils étaient vraiment bien. C'est-à-dire que si on crée la dynamique, alors le chewing-gum n'a pas été prouvé, mais moi je leur donne du chewing-gum dès la salle de réveil. Pourquoi? Pas pour le chewing-gum, je ne pense pas que ça ait l'effet sur le transit, mais parce que ça les fait participer. Vous avez quelque chose à faire. Je vais leur donner un boulot en permanence. Quand vous allez rentrer dans votre chambre, vous ne restez pas allongé, vous allez vous lever. Ensuite, vous allez à la douche. La douche, c'est le coup de baguette magique. Après, vous allez avec le kiné. Les gens, ils ont une dynamique avec un programme qui va durer 4-5 heures. Ils ont leurs accompagnants qui viennent. Il y a réellement un moment où ils sont bien. Ils sont bien, ils sont assis, ils ont pris leur douche, ils ont marché avec le kiné, ils sont en civil. Et à ce moment-là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Parce que si moi je passe plus tard, parce que je suis au bloc opératoire, là les gens ils commencent à s'ennuyer et on voit la motivation qui descend et les gens qui sont moins partants, qui ont moins d'allant, qui sont moins contents. Donc le temps de 5-6 heures après l'opération fait que j'arrive à faire 2 colectomies en ambulatoire les jours où c'est un petit peu chargé. Oui, d'abord félicitations parce que c'était vraiment superbe, mais je vais me permettre de parler technique. Le malade qu'on a vu avait une sigmoïdite. Bien sûr, il a été opéré sous célioscopie. Est-ce que vous l'avez opéré comme un cancer? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à droite, vous allez sur la mésentérique inférieure, vous liez la mésentérique inférieure, vous décollez les maisons et vous faites la grande hémicolectomie gauche? Non, je fais réellement... Pour le coup, dans les sessions de formation, les gens viennent le voir. Je fais la chirurgie que m'a appris M. Roland Parc sous célioscopie. C'est-à-dire que je décroche systématiquement l'angle. Le patient en question, il a eu un abcès périsigmoïdien. La mésentérique inférieure. La mésentérique inférieure, pour décrocher l'angle, je suis obligé de la sectionner. Et par contre, dans la mesure du... Alors, la veine mésentérique inférieure, je la sectionne. L'artère, j'essaie de ne pas la sectionner pour garder les rectales quand il s'agit d'une sigmoïdite. Par contre, pour un cancer, là, je fais systématiquement une ligature de l'artère mésentérique. Maintenant, pour les sigmoïdites, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long et un tout petit peu plus hémorragique de passer sur l'artère mésentérique inférieure et de la longer pour faire les branches. Mais je trouve que le ligachour est moi j'utilise le ligachour, je pense que le Sunderland et les autres pinces sont tout aussi efficaces. Je pense que ça c'est vraiment une révolution technique. J'ai commencé les colectomies avant. Pour moi il y a un avant et il y a un après, c'est l'outil de thermofusion sur la sécurité du geste. Mais c'est donc pas tout à fait comme un ciel ouvert, ou un ciel ouvert, dans une sigmoïdite, on est à distance de la mésentérique inférieure. Ensuite, on est plutôt dans le mésocolon. Alors, là, moi, je passe juste dans le mésocolon, mais juste au-dessus de l'artère que je vais longer de manière à pouvoir l'ouvrir. Et après, juste derrière, je peux ouvrir mon tol et contrôler mon uretère. Et je ne contrôle pas en descendant comme ça. Et je vais jusqu'au-dessous du promontoire comme ça. Alors, dernière question très importante dans une sigmoïdite et dans cette technique qu'on a vu avec mon ami Gérard Trébuchet. Dans les sigmoïdites, quand on fait cette technique, on avait 10% de complications génitales. Combien vous en avez? Très franchement, sur les 10 dernières années... Éjaculation rétrograde. Oui, éjaculation rétrograde ou autre, sur sigmoïdite, je dois en avoir 2. Et j'ai commencé justement à ne pas sectionner la mésentérique inférieure parce que j'avais lu un papier qui disait que sur le plan des plexus nerveux c'était mieux. Il me semblait que c'était Ambrosetti qui avait sorti ce papier, mais il y a 5 ou 6 ans. Merci beaucoup. Oui, Jean-Pascal. Tout d'abord, bravo pour cette brilliante démonstration que je trouve quand même, qui m'a convaincu. Simplement, pour ce type de protocole, il y a quand même quelque chose qui terrifie toujours le chirurgien,
c'est l'hémorragie même, vous l'avez souligné, c'est rare, ça ne vous est pas arrivé, mais ça peut arriver. Donc on sait que voilà, c'est un risque, même rare. Deuxième point, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs. Bon, ce patient était présenté le jour, je ne sais pas si c'était en semaine ou pas. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque dans la prise en charge post-opératoire dans ces patients, les week-ends, la nuit. Donc je voulais savoir comment vous êtes organisé avec ça, si vous avez des partenariats avec l'hôpital, etc., pour des embolisations d'urgence, par exemple, je ne sais pas quoi. Et deuxième point, pour coller un tout petit peu à l'actualité de la séance précédente, je voulais savoir si, au plan juridique, voilà, vous avez pris un certain nombre de dispositions. Alors, il y a des petits secrets que je vous ai un petit peu cachotis, mais je ne voulais pas alourdir le topo. Dans l'une des conditions de sortie du patient, quand le patient rentre, on lui fait une hémoglobine, et il ne sort le soir que si son taux d'hémoglobine est le même, et par principe, j'en refais un le lendemain matin. Alors on va me dire, s'il y a un saignement massif, l'hémoglobine, elle ne va pas bouger. Maintenant, un saignement massif avec quelqu'un qui bouge, qui s'est déplacé, qui a monté un étage, qui a redescendu un étage et qui a pas mal, j'ai du mal à le... Voilà. C'est pour ça qu'il y a un contrôle d'hémoglobine à H4, une fois que le patient s'est levé, qu'il a marché, et le patient ne sort que si le taux est concordant avec celui du matin. Et j'en refais un le lendemain matin. Dans la littérature, parce que j'ai quand même refait la littérature, il n'y a pas, à ma connaissance, de cas publiés d'hémorragie massive après chirurgie nominale survenue 24 heures après la sortie. J'en ai pas retrouvé sur PubMed sur les 5 dernières années. Avec bien sûr l'utilisation des nouveaux outils de dissection, parce que je pense que les nouveaux outils de dissection réellement apportent une sécurité par rapport à ça. Je pense qu'un nœud est beaucoup plus dangereux qu'un coup de ligachour qui a été fait dans les règles de l'art et dans les bonnes prescriptions. Votre deuxième question était sur l'aspect médico-légal. Quand on a commencé, qu'on a dit à brancher, ils nous ont dit vous n'avez pas intérêt à avoir de soucis. Mais ils ne nous ont pas bloqués avec Benoît Gignoux. Et il se trouve que pendant longtemps, il y a eu, pendant 3 ans, il y a eu ce débat. Et que depuis que M. Joannet a eu la gentillesse à l'AFC de classer la chirurgie colique en étant possible en ambulatoire mais plus expérimental, sur le plan assurantiel, j'ai senti un poids se lever, mais il est très clair que les 20 premières procédures, j'ai très très mal dormi pendant quelques nuits. Une dernière question concernant, est-ce que vous avez pensé à améliorer la sécurisation pour le retour à domicile en combinant votre formule, c'est-à-dire l'infirmière à domicile qui passe, etc., et les possibilités qu'on peut avoir pour faire de la téléconsultation avec le service, et combiner en fait les deux fonctionnalités. Alors, en pratique, je les combine déjà un petit peu parce que mon assistante a un téléphone et est joignable H24 pour les colectomies, en sachant que sur 3 ans, elle n'a jamais été jointe entre 11h du soir et 8h du matin. Maintenant, dans notre hôpital, il y a un service d'urgence. Les patients ont le numéro du service d'urgence. Et là aussi, j'ai fait 3 boucles de rappel. La première boucle de rappel, c'est le téléphone de mon assistante. La deuxième boucle de rappel, c'est le service d'urgence. La troisième boucle de rappel, c'est le SAMU. Donc, les 3 boucles de rappel me permettent de border la sécurisation du patient en sachant que la dernière chose, c'est l'éducation. Si vous avez un problème, vous ne posez pas de questions. Si vous avez peur, un problème, soit vous appelez, soit vous revenez. Et en consultation non programmée, sur les 24, il y en a 0 qui étaient des patients qui n'étaient pas attendus. Et tous les patients, les 8 patients qui ont été réhospitalisés sont tous des patients qui sont arrivés sur leurs 2 jambes, en étant avec je leur dis aux patients, faites comme les femmes qui vont accoucher, ayez un petit sac chez eux, chez vous, et puis s'il y a moins de problèmes, vous prenez le sac et puis vous arrivez. Et sur les 140 patients, et je peux même vous dire beaucoup plus parce que Benoît Gignoux, donc on analyse maintenant, lui en a 110, donc on est à 250. Sur 250, il n'y a pas un patient qui est rentré en extrême urgence. Tous les patients qui ont été réhospitalisés ont été réhospitalisés calmement, sans climat de catastrophe. Je trouve que vous avez fixé un niveau d'exigence très important et en cela vous rejoignez l'analyse de Flavien. Flavien, il dit
toute déviation du trajet qui a été fixé, c'est qu'il y a une complication, c'est en soi une complication. Ah, tout à fait. Et c'est le même principe que vous appliquez, et c'est ça qui est très suffisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.